Pour les titres, bonjour et bienvenue. On commence par ces nouvelles. D'abord, le déplacement du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui représente le chef de l'État, Joseph Kabila, aux obsèques du président zambien Michael Chilufya-Sata, décédé le 28 octobre dernier à Londres. Arrivé lundi à Lusaka, Obaminaku s'est rendu à la résidence officielle du président de la République pour se recueillir devant la dépouille de Michael Sata. Ce mardi, son corps sera exposé au National Heroes Stadium où se déroulera la cérémonie funéraire. L'inhumation est prévue le même jour au cimetière d'Embassi Park où reposera pour l'éternité l'ancien chef d'État de la Zambie aux côtés d'un autre décédé comme lui en pleine fonction. Et puis, justice internationale, phase décisive pour le procès Jean-Pierre Bemba pendant 2 jours, soit du 12 au 13 novembre. La Cour pénale internationale va auditionner l'ex-vice-président congolais. Ce procès entre donc dans sa dernière ligne droite avec les déclarations finales de la défense et du procureur qui sont prévues les mêmes jours. Après ces déclarations, les juges de cette haute juridiction pénale internationale prendront l'affaire en délibéré pour prononcer le jugement à une date qui n'est pas encore connu. On va s'envoler pour l'intérieur du pays. Première étape, le Nord Kivu où a eu lieu un nouvel incident dans la localité de Mbao entre la population civile et la MONUSCO. Le contingent tanzanien qui devrait se défendre a causé la mort par balle d'un taximène moto hier dans la soirée. La situation a provoqué une nouvelle tension dans ce coin du territoire de Beni où les activités tournent au ralenti ce mardi. L'incident est intervenu lundi soir vers 17h30 local. Plusieurs sources sur place indiquent qu'au passage en bas d'un convoi des casques bleus du contingent tanzanien de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui se dirigeait vers Eringeti, les chauffeurs de taxi moto en stationnement ont commencé à klaxonner. Du coup, les militaires tanzaniens sont descendus dans leur jeep et commencé à tirer dans tous les sens. Pendant la fusillade, un autre taximène qui quittait Beni pour la cité d'Oicha a été touché par balle et il est mort sur les champs, ce qui a provoqué la colère de ses collègues. Ceux-ci ont barricadé la route et décidé que le corps de la victime reste au lieu du crime jusqu'à l'arrivée de l'autorité provinciale, quand il est jugé. Jusqu'à 10 heures de ce mardi, le corps du nommé Kambale Sombolani était encore au sol en Mbao. La police se fait imposer pour ravir le corps, direction la mort de l'hôpital général de la cité d'Oicha. Cette action de la PNC a provoqué de nouvelles altercations entre les éléments des forces de l'ordre et les taximènes moto. Pendant ces altercations, un autre motard a été blessé par balle et acheminé d'urgence à l'hôpital général de la ville de Beni où il aurait succombé de ses blessures, nous venons de l'apprendre. Pour l'instant, la situation reste confuse mais stable à Oicha comme à Mbao et la circulation a repris sur l'axe Beni-Oicha. Les éléments des forces de l'ordre se sont déployés pour parer à toute éventualité. La société civile locale condamne cet incident, mais sans en donner d'autres commentaires. Du côté de la MONUSCO, aucune déclaration pour le moment. Marcel Bedelo, Boutembo, Télé 50. Les nouvelles sont bonnes pour la population est-kassaïenne et pour cause, la société énergie du Kasaï, Eneka, vient de recevoir les 250 000 $ américains promis par le gouvernement central en vue d'améliorer la desserte en eau et en électricité. Cette somme a été remise lundi aux responsables d'Eneka par le gouverneur de province. Ça sera peut-être vers un véritable ouf de soulagement pour la population du Kasaï oriental. Après plusieurs semaines de calvaire par manque d'eau et d'électricité, Kinshasa vient de réagir à la promesse faite à la Société d'énergie du Kasaï, NRK, avec un montant de 250 000 $ américains. La cérémonie des remises s'est déroulée ce lundi au gouvernorat des provinces. Alphonse Ngoï Kafanji, gouverneur des provinces, a remis personnellement cette somme aux responsables de la Société énergie du Kasaï, NRK. Monsieur Paul Kalonji, directeur général de NRK, a rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir répondu à la requête avec toute urgence. Cette somme servira à acheter quelques pièces qui pourront bien sûr améliorer les installations des Tchala qui ont connu plusieurs pannes. Après plusieurs jours d'attente, la population du Kasaï oriental sera peut-être d'ici fin décembre asservie chaque jour en électricité et en eau potable. Depuis la ville de Mbujemaï, Crispin Chibinkoufoua, Radio Télé 50.
Au Katanga se poursuivent les opérations de rapatriement des anciens réfugiés angolais. Tous regagnent déjà leur pays d'origine depuis la cité de Dilolo où a effectué dernièrement une mission Yav Tchibal, vice-gouverneur de cette province, ce dernier qui s'est dit satisfait du déroulement de ces opérations. Le vice-gouverneur Gilbert Paul Yav Tchibal a fait le déplacement de Dilolo. Objectif, se rendre compte de l'arrivée des anciens réfugiés angolais à Dilolo et des conditions de leur hébergement dans les camps de transit. Ainsi, Yav Tchibal a-t-il franchi la frontière congolo-angolaise pour se rendre à Luao, ancien Texera Souza, sous la conduite de M. Juvenal Mutunda Kapula, l'administrateur de cette municipalité. Yav Tchibal a visité le camp de transit des anciens réfugiés, arrivés déjà en Angola. Le vice-gouverneur a fait le point de sa visite à Luao. C'est que nous sommes venus essentiellement pour les anciens réfugiés angolais. De retour à Dilolo, Yav Tchibal a assisté à l'arrivée d'une autre vague des anciens réfugiés angolais à bord d'un train affecté par le ACR. Le vice-gouverneur est monté à bord et n'a pas cessé d'encourager ces anciens réfugiés. Sitôt après, il s'est rendu au camp d'accueil pour ces anciens réfugiés en partance pour l'Angola. Yav Tchibal est satisfait de l'aboutissement de toutes les réunions préparatives afférentes à ce rapatriement des Angolais. Le travail que nous avons mené dans les bureaux, soit chez nous en RDC ou en Angola ou à Genève, ici c'est justement le travail fini. Très content de voir qu'ils arrivent, ils sont heureux de regagner leur pays. C'est pour cette raison que j'ai tenu de voir de l'autre côté le centre de transit. Avant de regagner Lubumbashi, le vice-gouverneur a accordé quelques audiences aux chefs coutumiers et partis politiques de Dilolo. Rappelons qu'à son arrivée, il s'était rendu avec sa délégation dans la famille du feu chef de cité de Dilolo, décédé 48 heures avant son arrivée. Dans le Bas-Congo, précisément dans la ville de Matadi, l'avenue dénommée Mfulu Masaka est opérationnelle. Elle a été inaugurée tout récemment par le gouverneur de cette province, Jacques Mbadou. Bétonnée, elle est longue de 570 mètres avec une largeur de 7 mètres. Et sur place, d'autres travaux d'infrastructure sont en cours et le gouverneur, lui, ne se fatigue pas de les inspecter. Avenue Mfulu Masaka, nous vous baptisons. Long de 570 mètres, une largeur de 7 mètres, bétonné, c'est un axe routier qui va de Ciné Palace, inspection provinciale de la police en passant par le bureau de l'Assemblée provinciale. Travaux exécutés par l'OVD du Bas-Congo, l'Office de voirie et drainage, qui a respecté les délais d'exécution prévus sur financement du gouvernement provincial. Une route qui porte le nom de l'avenue Mfulu Masaka, à l'honneur de l'unique femme élue de la province du Bas-Congo. Monsieur le gouverneur de province applique scrupuleusement les recommandations faites par les chefs de l'État. Les chefs de l'État, c'est l'homme le plus genré, parce qu'en tout moment, il ne fait que répéter toujours la participation des femmes aux organes de prise de décision. Après cette inauguration, Jacques Mbadou Sitou est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de la route Tchassa-Ditumba en cours de bétonnage. Une tournée qu'il a également conduit au stade Lumumba de Matadi. Impressionné par l'état d'avancement des travaux, la construction de ce stade témoigne de l'engagement de Jacques Mbadou de doter les Bas-Congo des infrastructures sportives modernes. Autre nouvelle, en prélude du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse qui se tiendra en Afrique du Sud du 28 au 30 novembre de cette année, une délégation des jeunes leaders de cette association a séjourné à Kinshasa dans le cadre des préparatifs. La bonne nouvelle est que la RDC pose une candidature, donc la RDC postule à la présidence de cette association des jeunes et déjà le pays a le soutien des jeunes de plusieurs nations. Je vous laisse ici écouter ceux qui sont venus ici en République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa pour soutenir une dynamique des jeunes Africains en perspective du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et j'ai eu l'honneur d'être là grâce à l'invitation de notre camarade Francine Mouyumba,
qui est en même temps notre candidate pour le poste de président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Une candidature portée par une équipe autour de grands axes pour la jeunesse africaine. Moi, je suis positionné pour la vice-présidence en Afrique de l'Est. Donc, je suis non seulement là pour demander le soutien de la République démocratique du Congo, mais aussi pour apporter non seulement le soutien du Niger à la candidature de la RDC, mais aussi lui apporter tout le soutien des pays francophones, en tout cas de l'Afrique de l'Est. Qu'il ne s'agit pas tant de Francine, il s'agit d'un groupe de pays qui soutiennent un idéal que porte Francine indirectement. Donc c'est un ensemble de pays qui sont en train de former une alliance pour contrôler le comité exécutif de façon à faire passer les décisions de ces pays, de leurs pays respectifs plus ou moins. Nous sommes le 11 novembre 2014, il y a 96 ans, le 11 novembre 1918 était signé l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. La guerre de 14-18 aura mobilisé 19 pays et fait plus de 18 millions de morts civils et militaires. Côté français, 1,4 million de soldats ont perdu la vie, tout comme 300 000 civils. Retour sur cette date historique à travers ce récit de Grace Michel. 11 novembre 1918. Il est 5h15 du matin et à une centaine de kilomètres au nord de Paris s'écrit une page de l'histoire. À bord du wagon salon du maréchal Foch, commandant en chef du front de l'Ouest, les forces allemandes et les armées alliées signent l'armistice, la fin d'une guerre qui aura duré 4 ans. La fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Les origines de cette guerre sont très nombreuses et complexes. Entre 1871 et 1914, nombreux sont les facteurs qui ont contribué à déstabiliser un certain équilibre des puissances européennes. L'impérialisme adopté par les pays européens, surtout en Afrique, la montée en puissance de l'Allemagne, qui favorisera le développement des alliances surtout défensives entre États, et l'expansion des mouvements nationalistes. Ce conflit fut le premier globalisé. Au total, 23 États souverains internationalement reconnus ont déclaré la guerre à l'Allemagne ou se sont vus déclarer la guerre par celle-ci. Près de 60 millions d'hommes y furent enrôlés, 10 millions de soldats y périrent, plus de 20 millions blessés. 11 novembre 1918, 11 novembre 2014, 96 ans viennent de s'écouler après l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ce mardi, les différents pays qui avaient participé à cette guerre rendent hommage à leurs vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Et ce 11 novembre marque aussi la fin d'une année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans le reste de l'actualité, le médecin d'Harlem infecté par le virus Ebola et hospitalisé à New York est complètement rétabli. Craig Spencer s'apprête à sortir de l'hôpital ce mardi et ne représente aucun risque pour le public. Ce médecin américain a notamment été traité avec le plasma de personnes guéries, un traitement estimé efficace. Si actuellement le taux de mortalité d'Ebola atteint 70% en Afrique, aux États-Unis, oui, de 9 cas d'Ebola ont survécu. Allez, on prend la page sportive. Tout d'abord, ce dossier qui fait débat et c'est certainement ce mardi qu'on en saura un peu plus sur sa tenue ou pas. Il s'agit de la CAN, jusqu'ici encore Maroc 2015, même si le pays entend toujours une délocalisation, mieux un report. On doit plutôt attendre la décision de la CAF qui s'est réunie ce mardi et demain mercredi. Seule elle doit trancher pour conclure un désistement par la force des choses du Maroc, le pays qui maintient toujours sa demande de report de la CAN 2015 pour cause d'Ebola. Éliminatoire CAN 2015, le rendez-vous pour la République démocratique du Congo est prévu pour ce 15 novembre à Yaoundé contre les Lions, un notable leader du groupe D avec 10 points et qui n'ont que besoin d'un point pour se mettre à l'abri. Dans une opération dite commando, les Léopards ont fait le déplacement de Yaoundé avec la détermination de faire le carton plein pour les 2 matchs restants, notamment contre la Sierra Leone. Le tout devra commencer par le match contre le Cameroun. Je vous propose d'écouter Nikes Koudimbana, gardien des Léopards, et le défenseur de Lyon, Nicolas Koulou, interrogé par Canal+.
C'est un tournoi, donc certains disent qu'il nous faut 4 points pour être qualifiés. Non, nous on y va pour les 6 points. Cameroun, Sierra Leone, je pense qu'avec l'équipe qu'on a,